Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, notre association Longitude 181, une association de terrain, vous remercie de ce temps de parole. Il faudra que l'IUCN ait aussi une roue de secours, parce que pour aller droit au but, les mesures qui ont été prises, ce congrès nécessaire est largement loin du compte, pas à la hauteur des enjeux. Pas à la hauteur des enjeux, et surtout, pas grand-chose de neuf. Ça fait 40 ans, et j'ai vécu Rio, le sommet de la Terre international de Rio, où nous avions dit les mêmes choses. Donc, nous savons, nous connaissons les enjeux, et nous savons aussi les causes et comment y remédier. Ce qui veut dire que je ne vais pas vous dire grand-chose de neuf que vous ne saviez déjà, mais je voudrais surtout que ce que je vais essayer de rappeler ne soit pas perçu comme l'opinion de l'association ou mon opinion personnelle. C'est la voix de l'océan. Ce n'est pas nous qui parlons, ce sont les faits. En deux mots, comme pour les écosystèmes terrestres, que je connais peu, les écosystèmes marins subissent 5 grandes causes principales de dégradation de leur diversité, qui sont là encore très connues. D'abord, les destructions d'ordre mécanique, la bétonisation du littoral, la destruction des fonds marins par le chalutage, la destruction du fond marin par les extractions de gravier, etc., ou par l'implantation d'éoliennes. Ça plaît pas, c'est comme ça. Cette destruction se fait sur la zone la plus riche et la plus sensible. Elle est sensible parce que, donc très proche de là où nous sommes installés, et donc elle subit toutes les agressions, et c'est pourtant la zone dans laquelle les poissons viennent se reproduire, dans laquelle les poissons trouvent refuge lorsqu'ils sont jeunes. Cette zone-là, elle est également altérée par toutes les pollutions. C'est pas neuf, et on sait que quand on met des biocides qui font tout ce qu'ils peuvent pour tuer le vivant, on ne favorise pas le vivant. Par conséquent, là aussi, nous savons, et nous connaissons les sources des pollutions. Et nous savons aussi quels sont les polluants les plus toxiques. Changement climatique, on en parle beaucoup. Maintenant, même en Méditerranée, qui est une zone qui pourtant a une eau profonde extrêmement sable, on mesure déjà le réchauffement qui impacte les espèces profondes, les calmars, qui sont la nourriture d'une partie du réseau trophique, en particulier des grands mammifères marins comme les cachalots. Les espèces invasives, là aussi, rien de neuf. Chaque jour, des millions de larves et d'œufs sont amenés d'une région à l'autre du monde dans les ballasts de nos bateaux. Bon. Et enfin, le principal, la surpêche, qui est, elle, à la fois cause un impact considérable sur les espèces exploitées, mais également beaucoup de dégâts collatéraux parce que les engins sont peu sélectifs et ravagent les fonds marins pour prélever, somme toute, fort peu de poissons. Elle contribue également à affaiblir les espèces natives, non seulement, encore une fois, en dégradant leur milieu, mais en affaiblissant les populations face aux espèces invasives qui, elles, ne sont pas ciblées. Donc, un constat qui a déjà été fait et qui me semble catastrophique. Cependant, et on peut retenir 4 points essentiels, la mer est incroyablement résiliente. Incroyable. Beaucoup plus que les écosystèmes terrestres. Pour des raisons qui sont d'abord d'ordre physique et d'ordre biologique, et en particulier, les animaux marins, hormis les requins, les raies et les mammifères, ont une incroyable fécondité et leurs œufs et leurs larves, en dizaines de milliers, sont emportés par les courants et réenrichissent les zones qui peuvent être exploitées.
Ça, c'est un point qui est essentiel. Oui, nous pouvons facilement, très facilement même, sans grands investissements, il n'y a pas besoin de plan de relance, réenrichir la mer à court terme, 5, 10 ans, et retrouver des niveaux de population de poissons et de diversité biologique qui étaient ceux que nous avions juste après-guerre. Il se trouve que pendant la guerre de 40, il y a eu un arrêt de la pêche très important et que juste après-guerre, on avait retrouvé des niveaux de population de poissons qui correspondaient à ceux du début du siècle. J'ai fait mon doctorat sur la pêche du merlu et on a vu comment on pouvait mesurer l'impact de notre pêche par rapport à cette sorte de point zéro. 7 à 8 ans d'arrêt, et tout d'un coup, on retrouve la plénitude. Et c'est par rapport à ça qu'il va falloir aujourd'hui penser la gestion de la pêche. On a, en 2 mots, 2 grandes directions que l'on peut prendre pour, encore une fois, obtenir des résultats à très court terme. La première, c'est les réserves marines. On en a beaucoup parlé. Ça fonctionne, ça marche. Tous les exemples que nous avons sous les yeux démontrent qu'en quelques années, 4-5 ans, on a les premiers résultats très spectaculaires. Nous plongeons il y a quelques jours dans la réserve des Calanques. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un mérou, il n'y avait pas un corbe. Aujourd'hui, on ne les compte plus. On ne les compte plus parce qu'ils sont partout. La réserve naturelle de Porquerolles est un exemple formidable. On a démarré, il y avait 8 mérous, qui est l'espèce phare parce que c'est le grand prédateur de Méditerranée, dont la maturité sexuelle est tardive, puisque les mâles ont au moins 10 ans, c'est-à-dire qu'il faut attendre 10 ans pour avoir un mâle. Eh bien, on a démarré avec 8 mérous. Aujourd'hui, il y a plus de 800 mérous. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des réserves marines sans prélèvement, c'est ça la clé, et pas comme dans certaines réserves marines comme à La Réunion ou en Martinique où la réserve Albert Falco est envahie par les pêcheurs, eh bien, on retrouve des niveaux de plénitude qui vont réensemencer les zones adjacentes exploitées. Il y a eu un gros programme de l'IRD qui s'appelait le programme Amphore et qui a démontré comment ces réserves marines étaient source de diversification. Encore une fois, les espèces, ce n'est pas simplement en nombre, mais en diversité, exporter leurs richesses vers les zones exploitées. Plus la réserve est étendue, plus ces richesses autour sont importantes. Plus la réserve est ancienne, plus la plénitude et sa solidité grâce à la diversité est importante. Mais en gros, et là c'est un indicateur important, on peut dire qu'une réserve arrive à maturité à partir de la durée qui est 3 fois celle de l'espèce dont la maturité sexuelle est la plus tardive. En gros, on compte 3 cycles. On va prendre un exemple. Ici, le mérou, on va dire, c'est 10 ans. En 30 ans, on a retrouvé la plénitude. Et donc, c'est important de dire que très vite, on a des résultats, 4-5 ans, et en 30 ans, on est à plein. Et tout ça peut réexporter vers des zones exploitées. Si en plus on met ces réserves marines en connexion, et c'est très important là aussi parce que souvent elles sont de toutes petites réserves et elles ont pas suffisamment de place pour se développer, alors cela joue à plein. Le banc d'Arguin, bien d'autres réserves marines ont encore une fois démontré leur efficacité, pas simplement pour améliorer la diversité des espèces, mais pour les pêcheurs eux-mêmes qui, lorsqu'ils l'ont expérimenté, souhaitent voir des réserves marines. On voit là, en Adriatique, un exemple saisissant. Ils ont fait un cantonnement de pêche. L'Adriatique est une des zones les plus pêchées du monde. Et ce cantonnement de pêche qui avait été refusé par les pêcheurs qui travaillent sur le merlu est aujourd'hui appelé à être renouvelé et élargi parce qu'en 4 ans, ils se sont aperçus qu'en diminuant leur effort de pêche, ils pêchaient plus et que les rendements avaient augmenté de façon considérable. La deuxième voie,
à côté de ces réserves marines, qui sont nécessaires, c'est la refonte de la gestion des pêches. Et la refonte de la gestion des pêches, elle ne peut passer que par 3 choses. La première, ne pas essayer de satisfaire la demande, ce n'est pas possible. Les ressources naturelles sont limitées, le renouvellement certes, mais elles sont naturellement limitées et définitivement limitées. Par conséquent, il est nécessaire que ce soit l'offre qui s'impose à la demande. Ensuite, comme cette offre est un prélèvement dans une ressource limitée, il ne peut pas être exploité autrement qu'en concertation. Parce que si on met les pêcheurs en concurrence, le premier pêcheur qui dit « je vais m'arrêter parce que nous avons dépassé le seuil critique d'exploitation pour que le stock se renouvelle » est remplacé par son concurrent. Surtout si la demande guide la pêche. Par conséquent, il est nécessaire de transformer aujourd'hui les pêcheurs exploitants en pêcheurs gestionnaires. Et ceci assez simplement, en supprimant définitivement toute subvention à la destruction par des rémunérations à la gestion. Pas gestion individuelle, mais gestion collective de groupements de pêcheurs qui, en concertation, auront mandat de prélèvement et de gestion sur une population de poissons, s'il s'agit du large, ou une zone de pêche, s'il s'agit de zones côtières. Et à partir de ce moment-là, où les pêcheurs ont mandat de gestion et sont rémunérés pour cette gestion, et j'insiste sur le mot rémunération et pas subvention, c'est un métier, la gestion, on crée un cercle vertueux, car la rémunération étant adossée à un bilan de bonne gestion, qui a 2 directions. La première, l'espèce que nous exploitons non seulement se renouvelle, mais tend vers la plénitude, et nous travaillons sur des engins de pêche pour diminuer notre impact sur le milieu. On crée un cercle vertueux, car le groupe de pêcheurs n'a plus besoin d'être contrôlé, puisque le contrôle se fait par chacun pour que le bilan de gestion soit positif. Après ça, lorsque on peut se concerter, on évite le gaspillage insensé qui arrive parfois lorsque l'abondance des poissons fait que tout le monde sature les criées et que le poisson est détruit, je dis bien détruit, hein, pour que les pêcheurs aient une rémunération qui s'appelle le prix de retrait. Je l'ai vécu moi-même, j'ai fait mon doctorat sur les bateaux de pêche. Vous arrivez après 15 jours de mer, vous avez les cales pleines, vous êtes le deuxième, toute votre pêche et vos jours de mer, on y passe du bleu de méthylène et on le met à la décharge pour que ce ne soit pas consommé. Ça, c'est scandaleux, c'est impossible à accepter. Et c'est si facile si les pêcheurs travaillaient en concertation. Maintenant, ce à quoi il faut tendre, c'est non plus à gérer comme nous gérons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, c'est une gestion de la misère. Hein, tous nos gestionnaires qui font ce qu'ils peuvent pour arrêter les armadas essayent simplement d'éviter le grand effondrement. Mais malheureusement, et le bilan de l'IUCN est cette année édifiant, hein, surtout pour la Méditerranée, année après année, les espèces en danger critique d'extinction deviennent de plus en plus nombreuses. Pour changer ça, il faut non plus penser maximiser les captures, comme on le fait toujours. On ne construit que des bateaux pour maximiser les captures, alors que ça n'est pas possible, mais maximiser les rendements. Maximiser les rendements, ça veut dire qu'à capture égale, parce qu'on ne pourra pas augmenter les captures, on aura 80 millions de tonnes mondiales et pas plus, on va diminuer considérablement l'effort de pêche. Et pour diminuer l'effort de pêche, c'est très simple. Il suffit de revenir au niveau de population que l'on connaissait juste après-guerre. C'est-à-dire, grâce aux réserves marines, grâce à cette concertation, une diminution globale des captures pendant 3 ou 4 ans. Et après ça, ce sera complètement différent. Parce qu'au lieu de faire des petits quotas sur des toutes petites populations, on pourra prélever facilement sur des populations qui seront en plénitude. En 2 mots,
Et là, cette proposition que nous avions développée il y a quelques années, qui était les unités d'exploitation et de gestion concertée, on pourra vous présenter quelque chose de beaucoup plus global. J'insiste sur le fait aussi que les pêcheurs ne possèdent pas leur quota de pêche, mais que c'est une gestion usufruitière qui est donnée au groupe de pêcheurs. Si le pêcheur travaille, il a ses quotas, mais ils ne l'appartiennent pas, ils ne peuvent pas les revendre. Ces deux types de gestion des pêches et de réserve marine permettraient, encore une fois, à assez court terme, de ne plus avoir besoin de bilan d'IUCN parce que nous aurions changé la donne et nous pourrions offrir à nos enfants une mer qui était celle qui prévalait il y a encore 70 ans. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Sorano. Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous trois pour vos exposés qui sont extrêmement complémentaires. Je voudrais interroger Monsieur Sarano qui, tout à l'heure, entre deux virgules, a glissé un petit coup de griffe à l'éolien en mer. Or, il s'avère que je suis nouveau sénateur de la Somme, donc de la baie de Somme, qui fait partie du club des plus belles baies du monde. Et nous avons de nombreux bateaux de pêche au Crotoy, qui sont d'ailleurs souvent amarrés au Tréport. Et dès mon élection, j'ai été interpellé par cette population de pêcheurs picards, qui est très inquiète d'un grand projet de ferme éolienne de 8 MW offshore, de 62 mâts, sur une profondeur de fond marin de 14 à 24 mètres. Et les réactions étaient très très vives donc, localement. D'abord parce que le climat, et c'est le cas de le dire, est électrique chez nous dans les Hauts-de-France, puisqu'on concentre un tiers des mâts éoliens de toute la France avec plus de 2500 mâts. Beaucoup de manifestations. Il y a encore eu, il y a quelques jours, 2 pêcheurs qui comparaissaient suite à une opération de coup de poing. Alors, docteur, pourriez-vous nous présenter de façon objective, naturellement, concise et pédagogique, l'incidence d'un tel projet sur la population de poissons, sur les fonds marins et sur l'environnement d'une façon générale? Vous allez nous parler d'éolien en mer. Avant de parler d'éolien, oui, les citoyens, depuis les plus jeunes jusqu'aux étudiants, jusqu'aux citadins, sont intéressés par les questions de diversité. Nous, les associations, on est sur le terrain. J'habite dans la Drôme, je suis à la fois marin et très terrestre, avec tout un volant d'une agriculture durable qui permet aujourd'hui de faire revenir le sauvage. Il y a des modèles qui fonctionnent très bien économiquement. Oui, les gens sont très sensibles à ça, mais il faut qu'on revienne sur des fondamentaux. Et même si je suis persuadé, et étant moi-même chercheur, qu'il est très important de continuer à chercher, il faut prendre tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de perte nette de diversité, des mesures. On connaît les causes. Enfin, je veux dire, il n'est pas besoin de savoir la complexité des écosystèmes pour savoir, encore une fois, que quand on met des biocides, ça tue. Ce n'est pas la peine de connaître la complexité des écosystèmes pour savoir que quand on fait une marina, on détruit tout un écosystème. Que quand on met des ancrages de bateaux qui arrachent les posidonies, on détruit l'écosystème. Bref, il y a des causes qui sont très connues, identifiées depuis très longtemps et que l'on pourrait, avant même de faire des études, et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, surtout il faut en faire. Mais comme le disait Cousteau, il mesure, nous pleurons. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Donc, il y a des choses très concrètes que l'on doit faire aujourd'hui. Il mesure, nous pleurons. En ce qui concerne l'implication des personnes dans ces mesures de préservation de la diversité, elle est essentielle, j'ai dit bien essentielle, ça a été dit. Pour les réserves marines, il faut que les gens puissent en profiter. Il faut simplement supprimer les prélèvements. Et en ce qui concerne la gestion des pêches, il faut mettre au cœur du dispositif les acteurs eux-mêmes, que sont les pêcheurs, qui connaissent formidablement bien le milieu. Donc on est persuadé de ça, mais encore une fois, il faut les mettre dans un dispositif économique qui leur permette de gérer correctement les ressources qu'ils ont dans lesquelles ils pêchent et qu'ils ont à gérer.
En ce qui concerne les éoliennes en mer, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je suis sûr d'une chose, c'est que quand on fait un ancrage d'une éolienne, on détruit le milieu doublement. D'abord au niveau de l'ancrage, mais lorsqu'on l'ancre, la turbidité très importante qui en ressort et qui est emmenée par les courants se disperse sur des surfaces qui sont bien au-delà du champ de l'éolienne. Ce qui fait que la destruction du milieu est à la fois large et touche toutes les espèces, parce que toutes les espèces, même celles qui sont des espèces de pleine eau, ont des œufs et des larves qui vont être impactés par ces nuages de sédiments. Quant aux espèces qui sont les espèces benthiques, qui sont les espèces qui sont sur le fond, eh bien elles vont subir de plein fouet, à la fois directement, on voit les animaux qui ont du mal à survivre parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, parce qu'ils sont juste couverts de sédiments, et leurs ressources qui sont elles aussi couvertes de sédiments. En dehors de ça, il faudrait aussi que systématiquement, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on adosse le message à une idée de diminution de la consommation d'énergie. Parce que lorsqu'on voit des parcs d'éoliennes qui sont présentés sur des panneaux lumineux en disant « c'est beau, l'avenir de l'éolien », ça me sort des yeux. Comment dire, on ne peut pas gaspiller de l'énergie en faisant de la publicité sur des panneaux lumineux et dire ça. Ça encourage les gens, on leur dit simplement, grâce à l'énergie verte, allez, on continue comme d'habitude. Non, il faut dire que la première source d'énergie, c'est l'économie d'énergie. Après ça, on va pouvoir parler d'éolien et d'autres choses. Mais l'impact en mer, ce n'est pas Sarano qui le dit, c'est la mer, encore une fois. Ce que nous traduisons avec des mots, c'est ce que les océans, en tout cas dans le cadre des océans, vivent directement. Il n'y a pas de miracle. Les chiffres, ils traduisent une vraie dégradation. Et elle est à la fois sur la vie marine et sur les gens qui jouissent de cette vie marine ou qui en profitent. Donc, aujourd'hui, il faut prendre des mesures immédiates sur un certain nombre de choses. Regardez, la pêche de loisirs. Aucune règle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ou quasiment. Et quand on est c'est pas grave. Mais quand on est des millions sur la côte méditerranéenne, ça devient plus important que la pêche professionnelle. Et là, il y a zéro règle. L'anti-fouling, d'un poison qui tue, c'est fait pour ça, hein, pour empêcher les animaux de se coller aux coques. Des règles, il n'y en a pas. Donc on met directement du poison dans la mer. Après on dit, mais attendez, là, il y a un problème de diversité. Ben oui, il y a un problème de diversité, monsieur. On fait tout pour qu'il y ait ce problème. Donc, il faut penser directement, arrêter là où on sait où se trouve le robinet. Et après, voir, effectivement, les conséquences positives que ça a. Et je vais terminer juste là-dessus. J'insiste sur le fait quand même que la mer et l'océan ont une spécificité par rapport au milieu terrestre, leur résilience exceptionnelle, hein, qui permet, quand on prend des petites mesures, je dis petites mesures, faire une réserve marine, hein, c'est pas terrible, hein. C'est très, très, très efficace. Ça vaut la peine. On gagne à tous les coups. Qui ne voudrait pas jouer à un jeu où on gagne à tous les coups? Quand on fait une réserve marine sans prélèvement, on gagne à tous les coups. Au cas par cas, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut le voir dans différentes échelles de temps. Dans une échelle de temps qui est celle de la vie de nos marins pêcheurs et de la biodiversité que nos enfants, à moyen terme, vont connaître, c'est quelque chose qui a un vrai impact. Mais si on voit une échelle de temps à 30, 40 ans, bon, très bien. Est-ce que les éoliennes ont cette durée de vie-là? En 2 mots, il faut faire un bilan sur la durée de vie de l'éolienne, ce qu'elle va produire, ce qu'elle aurait été censée faire en termes d'échange d'économie d'énergie et l'impact qu'elle a directement. Si effectivement, à un moment donné, on dit tout ça, on le met en réserve, formidable. Sauf que la réserve, elle va partir de très très loin. Elle va partir de très loin. Mettons tout ça en réserve dès aujourd'hui et vous allez voir, le monde de la pêche en sera satisfait parce que, en partant d'une nature riche, eh bien, elle va profiter beaucoup plus vite. Cette histoire d'échelle de temps, oui, la marée noire, la Mococadis, on le sait, encore une fois, la mer est bien résiliente et elle répond gentiment à toutes nos agressions. Ce que je voudrais dire sur aussi l'idée qu'il faille exploiter la planète pour satisfaire la demande en nourriture de l'humanité, ça, c'est un joli vœu pieux,
tant qu'on ne satisfait que la demande solvable. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait mettre la planète à feu et à sang, on pourrait détruire la forêt amazonienne encore plus pour faire des beefsteaks. Les gens qui ont besoin de nourriture, on ne leur donnera pas la nourriture. On leur dira, pardon, j'ai dû détruire la forêt, ça m'a coûté quelque chose, j'ai dû mettre ça en sachet, j'ai dû l'exporter et vous ne pouvez pas l'avoir. Ce qui fait que cet argument qui est de dire, il va falloir exploiter plus, mettre la planète en coupe réglée, pour nourrir l'humanité, ça ne marche pas, ni avec l'aquaculture, ni avec l'intensification de l'exploitation. Ça, c'est sûr, et la mer en particulier. Après ça, il y avait des tas de questions, mais les poulpes, je vais passer sur l'idée que le poulpe est un animal effectivement extrêmement intelligent, qu'il est d'ailleurs classé dans ces espèces particulières sur lesquelles on ne peut pas faire normalement d'expérimentation par l'Europe. Hein. Il y a les primates et il y a le poulpe, c'est le seul invertébré. Au-delà de ça, le développement de toute aquaculture d'animaux carnivores est une ineptie. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on élevait des lions en allant chasser des gazelles et en nourrissant ces lions. En deux mots, on va donner à ces poulpes des protéines qui viennent déjà de la mer. On va donc envoyer en mer des bateaux qui vont aller au large, pêcher des petits poissons qui vont être congelés et qui vont être soit transformés en farine et qui vont être donnés à manger aux poulpes, avec une perte énergétique considérable et une dépense en énergie, alors pour le coup, catastrophique. Aujourd'hui, l'aquaculture de poissons carnivores, que ce soit la dorade, ça, est catastrophique. Il n'y a que comment on appelle, tout ce qui est moule, tout ce qui est huître, qui filtre directement le plancton, qui est une aquaculture raisonnable. Mais tout le reste, c'est une ineptie. C'est donner de la saucisse pure porc au cochon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'aquaculture. Je suis désolé, mais il y a des termes qu'il faut employer. Et on pousse à développer cette aquaculture en nous faisant croire que c'est une production. Ça n'est pas une production, c'est un prélèvement déguisé.